ça va être très touchant. Parce que tout d'un coup, on va dire, oh, c'est merveilleux. Ce que je viens de vivre, c'est fantastique. Parce que je le sens dans mon corps. Je sens cette reconnexion avec moi-même. Bonjour à vous et bienvenue sur l'Écho des étoiles. Aujourd'hui, je vous invite à partir avec moi à la découverte d'une approche transformatrice autour du souffle. Et oui, le souffle, c'est un ami, on va dire, qui est dans notre quotidien, auquel on ne fait pas forcément souvent attention, qui est présent à chaque instant de notre vie, du premier cri jusqu'à notre dernière expiration. Et aujourd'hui, j'accueille Paul Barrette, qui fait partie d'une école en France, qui partage du coup la Transformational Breath, une pratique qui a été créée par Judith Kravitz. Et j'ai hâte de découvrir avec vous un peu plus cette approche. C'est parti. Bonjour Paul, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Mathilde, un vrai plaisir. Merci de m'avoir invité surtout. C'est avec plaisir aussi. J'ai hâte de découvrir un peu plus sur le Transformational Breath, la pratique. Mais avant ça, je voulais bien savoir ton parcours. Qu'est-ce qui s'est passé avant que tu découvres le Transformational Breath et comment ça s'est fait, cette première rencontre? Où est-ce que tu as découvert cette méthode? Moi, j'ai eu un parcours un peu atypique professionnel parce que j'étais à la fois comédien, donc de théâtre et du cinéma. Et puis ensuite, parce que j'avais 3 enfants à m'en occuper, donc il fallait trouver également une situation financière un peu plus stable, que la vie de comédien ne suffisait pas. Donc j'ai commencé à travailler dans la communication d'entreprise, c'est-à-dire tout ce qui est formation à la prise de parole, tout ce qui est coaching, etc. Donc, ça m'a amené vers un autre métier qui était animateur donc des conventions, des séminaires d'entreprise, des choses comme ça. Donc, j'avais en fait deux carrières un peu en parallèle que je faisais. L'un qui nourrissait un peu l'autre aussi, dans le sens que le métier artistique nourrissait également mon travail d'animation et de coach. Et puis, ce que je rencontrais ou ce que j'ai expérimenté au niveau business m'alimentait aussi dans mon jeu de comédien. Donc, c'était vraiment, pour moi, gagnant-gagnant. Et j'ai super bien vécu de cette situation-là, professionnellement, jusqu'au jour où j'ai rencontré la respiration. Et c'est là où les choses ont changé pour moi, parce que j'ai vu combien la présence était importante dans les deux, en fait. C'est-à-dire que quand j'étais comédien devant les caméras ou sur scène au théâtre, en fait, ce qui comptait surtout, c'était la présence. Il y avait un rôle à jouer, il y avait l'histoire à raconter peut-être, mais si on ne le faisait pas dans le moment présent, c'était pas très intéressant, ni pour le comédien, ni pour le spectateur. Et j'avais vu exactement la même chose dans l'animation en entreprise, en fait. Les personnes que j'accompagnais sur scène, si eux, ils n'étaient pas présents, ou si moi, j'étais pas présent, ou dans le moment présent, les choses n'étaient pas très intéressantes. Il y avait un manque de vie là-dedans. Donc, voilà, la rencontre avec la respiration, pour moi, ça a rendu très clair que le focus principal de ma vie, en fait, et pas seulement ma vie professionnelle, était la présence, était comment être présent. Donc c'était en fait une espèce de découvert euh, un peu global de qu'est-ce que ça pourrait dire la présence, en fait. Et donc du coup, le souffle permet justement de revenir à cette présence-là. Est-ce que tu as pu expérimenter? Ouais, en fait, c'est quand j'ai vu que la présence était centrale à ma vie, centrale à toutes mes préoccupations professionnelles aussi. J'ai vu que ce qui alimentait ou ce qui influençait la présence,
En fait, c'était la relation qu'on a avec notre qualité de respiration et la conscience que nous avons de notre respiration dans la vie de tous les jours. Parce que on peut qualifier l'absence par un manque de respiration, en fait. C'est-à-dire que c'est des moments où on se coupe. On se coupe de nous-mêmes et on se coupe des autres et inévitablement on se coupe de sa propre respiration. Donc si et c'est ça que ça m'a amené à faire en fait, c'est de creuser dans ma propre respiration et ma propre relation avec ma respiration pour voir pourquoi je coupe. Pourquoi il y a un moment où mon diaphragme se contracte, par exemple? Pourquoi il y a un moment où je ne suis pas pleinement avec l'autre personne à qui je parle? Ou pourquoi il y a des moments où je ne suis pas vraiment avec moi-même? Donc, et puis, je voyais que, par exemple, le fait de faire semblant est accompagné avec une respiration qui est contrainte. Parce qu'en fait, le corps n'aime pas aime la vérité et n'aime pas le faux. Il n'aime pas le faire semblant, le corps. Et on peut enregistrer des moments de tension musculaire avec le mensonge. Et c'est ça qu'on fait, en fait, avec les détecteurs de mensonges. Oui. C'est un peu une façon de dire que le corps, la nature, n'aime pas le mensonge. La nature aime la vérité. Alors donc, et la respiration, c'est pareil. La respiration, quand il n'est pas fluide, quand il n'est pas présent, en fait, c'est là où ça ne va pas. C'est là où le corps commence à se crisper. D'accord. Donc on peut vraiment savoir dans quel état on est en suivant notre manière de respirer. Ah oui, complètement. On peut lire à travers la respiration et c'est simple à faire. Hein. On voit quelqu'un qui est, par exemple, qui n'est pas à l'aise, ben, sa respiration est souvent coupée ou contrainte. Et la plupart des gens le savent instinctivement. On peut dire à un ami, mais ça va pas? Qu'est-ce que tu as? Pourquoi? Parce qu'on a remarqué que quelque chose, probablement dans sa respiration, peut-être sur son visage aussi, une crispation quelconque, ou une inquiétude, ou une émotion qui est présent et qui est pesant. Par exemple, la peur. Quand quelqu'un a peur de quelque chose, ben on voit tout de suite l'émotion sur le visage, mais on voit aussi dans la respiration. Alors, qu'est-ce qu'on fait à quelqu'un de manière habituelle ou normale quand quelqu'un a peur, quand un ami a peur? On dit quoi? On dit respire. C'est un peu logique, en fait, parce que c'est l'organe du corps, la respiration, qui est le diaphragme, qui est le plus sensible et qui est le plus insensible. C'est-à-dire qu'il est très sensible aux émotions, mais en même temps, on ne le sent pas forcément. Quand le diaphragme se coince, en fait, on peut faire une journée avec un diaphragme coincé sans s'en rendre compte. Et puis, c'est une fois arrivé à la maison qu'on fait « Ah !» et qu'on se détend. Et c'est là où le diaphragme « Ouf !» J'étais contrainte toute la journée et là, maintenant, je peux lâcher un peu. Donc, le diaphragme est le muscle principal de la respiration et c'est paradoxal parce que c'est le muscle qui va se contraindre dès qu'il y a un choc. Par exemple, il y a un bruit, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelqu'un qui entre par la porte, il y a quelque chose d'inattendu qui fait. Ben, le diaphragme va souvent se contracter. Donc, et puis nous, on ne va pas forcément être au courant de ça. Donc, si on lie ça à notre histoire de vie, surtout notre histoire d'enfance, ben, c'est facile à comprendre pourquoi dans Transformational Breath, on appelle le diaphragme la ceinture de la peur, en fait. Parce que c'est là où est enregistré tous les moments que nous, enfants, on a eu des chocs, on a eu des traumatismes, ce qu'on peut appeler des traumatismes. D'accord. Et donc, cette méthode, elle vient d'où? Enfin, cette méthode, elle permet quoi déjà par rapport au souffle? De détendre, d'arriver à ressentir où sont nos tensions? Qu'est-ce qu'elle apporte Ouais, exactement ça. Ça, c'est un premier temps parce que en fait,
c'est un système de développement personnel qui est multidimensionnel. Et au cœur, il y a une technique de breathwork, il y a une technique de respiration au centre. Mais en fait, c'est incroyablement complet et complexe comme technique parce que ça touche à des différentes couches de notre être. Là, je vous expliquais, disons, le niveau émotionnel de notre être, ou peut-être le mémoire émotionnel de notre être. La respiration touche ça, oui, bien sûr. Mais en fait, ça touche plein d'autres dimensions en nous. Ça touche notre capacité d'aimer, ou notre capacité de recevoir l'amour. En fait, la respiration influence tout, mais littéralement tout. Notre capacité de focaliser, notre capacité de nous concentrer, notre capacité de recevoir, notre capacité de nous exprimer. Donc, on peut dire que sur le plan fondamental, physique, simple, ce qu'on propose permet de, on va dire, libérer le système respiratoire, qui est grosso modo, on peut dire, du bas-ventre jusqu'en haut des épaules, on va dire, grosso modo. Et en fait, on peut respirer ailleurs dans le corps. Mais bon, on ne va pas aller jusque-là. Mais l'idée, c'est on va libérer cette partie, la partie principale de notre respiration. Et on va faire en sorte qu'on recontacte, parce que souvent on le perd, une respiration qui est ouverte, qui est ample et qui est connectée, qui est fluide. Donc, c'est ça qu'on cherche sur le plan physique avec Transformational Breath. Donc, c'est déjà en lui-même, pour la plupart des gens, une révélation. Parce que c'est une façon de reconnecter avec notre respiration d'origine. La respiration qu'on avait quand on était bébé. Et puis, cette reconnexion avec notre respiration va avoir des répercussions ou des conséquences émotionnelles. Ça va être très touchant. Parce que tout d'un coup, on va dire « Oh, c'est merveilleux. Ce que je viens de vivre, c'est fantastique. » Parce que je le sens dans mon corps. Je sens cette reconnexion avec moi-même. Donc, ce n'est pas que un bien-être physique qu'on vise, c'est également une reconnexion avec nos émotions. Donc, il y a des émotions qui sont, là tout à l'heure, on a parlé de diaphragme et la mémoire de la diaphragme, du diaphragme, qui peut être, et c'est souvent le cas, c'est pour ça qu'on l'appelle ceinture de la peur, c'est beaucoup de mémoire désagréable qu'on aurait pu encaisser et c'est souvent lié à la peur. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on respire de nouveau d'une manière diaphragmatique dans le bas-ventre? Eh bien, toutes ces mémoires ils vont monter vers la surface, en fait. Et ça va être accompagné avec un certain relâchement, un certain, peut-être, prise de conscience. Parce que ces mémoires vont être peut-être liées à des mémoires très précis. C'est le jour où papa m'a giflé. Blup, ça va monter et peut-être l'image va monter dans le cerveau ou pas. Peut-être ça va être simplement une sensation désagréable de perte d'autonomie ou de perte d'autorité. Cette mémoire-là ne va pas seulement libérer une tension, mais il va également mettre en place ou reconstituer notre propre autorité. La raison pourquoi on est sur cette terre, ou la chose qu'on aimerait bien faire dans la vie, qui est liée à notre propre autorité, c'est lié à qui nous sommes. Je veux faire ça parce que je sens que mon autorité m'ouvre vers ça ou me donne la possibilité de faire ça, par exemple. Donc, c'est tout ça pour dire que c'est multidimensionnel. On peut avoir une chose qui est purement physique, qui a des conséquences émotionnelles, philosophiques,
conceptuel et même au niveau de nos activités dans la vie de tous les jours. Donc ça peut changer notre façon de se voir. En retrouvant son souffle, on retrouve un peu... On retrouve un petit peu des parties de nous-mêmes qui étaient un peu larguées, qui étaient un peu oubliées ou perdues, et qui peut-être, hein, dans certains aspects de notre vie professionnelle ou personnelle, on va se rendre compte qu'il nous manque quelque chose. Par exemple, on est dans un travail qui ne nous satisfait pas. On est dans un travail qui est strictement alimentaire et ça fait des années qu'on est là-dedans et on tourne en rond et on n'arrive pas à vraiment aller au-delà. Et ce n'est pas parce qu'on manque d'ambition, parce qu'il y a une ambition à l'intérieur de nous. Mais pour une raison ou une autre, on n'arrive pas à le faire. On n'arrive pas à vraiment trouver sa propre voie. Eh bien, il ne faut pas chercher trop loin. C'est quelque chose, c'est une mémoire, quelque part, implanté dans l'inconscience, qu'il faut trouver pour libérer, pour pouvoir dégager le chemin des possibles, pour dégager dans notre esprit notre capacité de faire ce qu'on veut faire. Parce que dans le monde, on peut rencontrer presque tous les jours les gens qui ont des opinions ou des avis sur la vie ou ce qu'on appelle les pensées limitantes sur la vie, qui peut être l'amour n'est pas pour moi, ou qui peut être jamais je trouverai un boulot qui me satisfait vraiment, ou jamais je peux faire que je peux gagner de l'argent et aussi faire quelque chose qui me passionne. Il y a plein d'idées préconçues qu'on peut avoir sur la vie, sur nous-mêmes, sur notre capacité. Il y a plein de frustrations potentielles qu'on peut avoir. Et je pense que notre époque, ou une des choses qui caractérise notre époque, c'est qu'on est au début d'une compréhension qu'il y a plein de choses qu'on peut faire et que notre potentiel, il est absolument énorme et qu'on est en train d'utiliser seulement une partie, mais il faut avoir le courage pour y aller, pour expérimenter, pour se retrouver, pour se clarifier. Et pour nous, Transformational Breath, en tout cas pour moi, j'ai beaucoup expérimenté des techniques différentes. J'étais comédien, donc comédien, une des choses que le comédien fait, c'est qu'on fait plein de stages. On fait plein d'excursions et même des trucs un peu fous, des trucs un peu extrêmes, très émotionnels, etc. Mais quand je suis tombé sur Transformational Breath, c'était... Et puis vous pouvez demander aux participants de nos stages, il y a toujours un effet waouh, quoi. Oui. Parce que tu dis, mais c'est quoi ces trucs? Et comment c'est possible que je le connaissais pas? et puis des raisons pour ça sont aussi, en tout cas pour moi maintenant après 10 ans, ils sont très clairs aussi. Parce que c'est pas évident. Ce n'est pas évident. Ni à mettre en place pour nous, l'équipe d'animation, ni pour les participants. Ça demande un engagement, ça demande d'être adulte, je dirais. Et pour quelqu'un qui a envie de travailler justement sur toutes ces tensions ou ces blocages, il se rend compte qu'il a besoin de travailler là-dessus. Pourquoi ce serait mieux, enfin, pour quel type de personne tu penses que c'est mieux de partir vers du Transformational Breath et plutôt travailler sur le souffle? En quoi c'est mieux de travailler plutôt sur le corps et le souffle, enfin j'imagine surtout le souffle, plutôt qu'une psychologie, enfin de partir sur une psychothérapie voilà. Qu'est-ce qui apporte en plus? Ouais, c'est une super question. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup de participants qui se posent cette question-là. Et normalement, ils se posent ces questions-là après avoir fait des années de thérapie verbale, ce qu'on peut appeler la verbale. Oui. Donc, je n'ai rien contre les thérapies verbales. Moi, j'utilise de temps en temps. Pour beaucoup de personnes, ça peut être extrêmement percutant et même très performant.
Ce qui permet la respiration, c'est qu'on est en train d'introduire, je dirais, deux éléments majeurs. Un, que ce n'est pas toi qui va décider le traumatisme sur lequel on va travailler. Donc, ce n'est pas ta tête qui va décider, c'est ton corps. Et pour moi, ça, c'est énorme, la différence. Autrement dit, que le choix de ce qui va arriver dans une séance de respiration va être plutôt ton intuition et ton corps qui décident au lieu de ta petite tête. Donc ça, c'est un grand avantage pour moi qui nous amène vers une efficacité qui est des fois absolument sensationnelle. Parce que les personnes découvrent quel est le vrai problème sur lequel il doit travailler. Pas sur le fait que sa grand-mère lui a piqué sa glace quand il avait 6 ans. C'était pas ça, parce qu'il s'est trompé. Avec sa tête, on peut se tromper. Mais avec le corps, avec la respiration, on ne se trompe pas. Parce que le corps n'est incapable de mentir. Tandis que la tête peut mentir facilement, peut se confondre, peut avoir des idées, des illusions. Mais le corps, non. Le corps n'a pas d'illusion. Le corps est toujours dans la réalité. Et c'est ça qui est une qualité un peu miraculeuse avec la respiration, c'est que la respiration va proposer des choses qui sont justes pour la personne et pour la situation. Mais il faut avoir un certain courage, il faut avoir une certaine confiance pour ça. Donc, c'est pour ça que la première chose qu'on fait dans ce stage, en fait, les participants ne le savent pas, mais nous, c'est créer la confiance. C'est créer la confiance. Parce qu'on sait que les personnes vont mettre peut-être les choses les plus intimes. Ils ne vont pas le dévoiler verbalement, mais énergétiquement, oui. Ils vont être beaucoup, ils vont partager beaucoup, en fait. Mais ils n'ont pas besoin de le dire, parce que dans Transformational Breath, on n'a pas besoin d'expliquer. Pour nous, par exemple, la métaphore qu'on utilise, c'est on a de la boue sur le bras et on le met sur le robinet et on nettoie. Alors, on n'a pas besoin de savoir, ouais, la boue, c'est un certain bout qui vient de la Lozère et c'était quand j'étais avec la ferme. On n'a pas besoin de tous ces détails verbaux. On a besoin simplement de constater qu'il y a une chose qui a besoin d'être libérée ou intégrée et puis on va la laver. C'est tout. Deuxième point, c'est plutôt de l'ordre spirituel. C'est-à-dire que dans cette technique de respiration qui est au cœur de Transformational Breath, en fait, ce que ça permet, c'est une connexion plus profonde avec nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on se connecte, et c'est difficile à mettre des mots là-dessus, mais pour tous nos participants, tout le monde peut en parler parce que ça arrive à tout le monde. Il y a une période active de respiration, et après il y a une période qu'on appelle une période d'intégration, et c'est là où en fait le corps se restabilise par rapport à ce qu'on vient de vivre. Et c'est là où il y a la seule façon de décrire, c'est on a une connexion spirituelle, on a une connexion avec nous-mêmes, on a une connexion avec notre soi supérieur, ou pour certains, pour des croyants, on n'est pas choqué quand quelqu'un nous dit « mais j'ai vu Jésus » ou « j'ai vu Mohamed » parce que c'est les musulmans, etc. Donc, c'est selon le système de croyance de chaque personne, ça peut donner des images et des connexions ou des descriptions des connexions différentes. Mais fondamentalement, c'est ce qu'on peut appeler une connexion spirituelle. Et c'est souvent accompagné avec une émotion profonde de reconnaissance, de dire je suis profondément reconnaissant d'être là avec mon corps dans ces stages, dans cette truc. Ah oui, il y a d'autres êtres humains avec moi, il y a d'autres personnes qui s'occupent de moi et je suis profondément reconnaissant de ça. Et c'est une émotion qui est
très profond, c'est une des émotions les plus profondes de l'être humain, c'est la gratitude. Et puis, c'est souvent accompagné avec un certain amour. Donc, nous, facilitateurs, c'est assez souvent que quelqu'un peut nous dire « Ah, merci beaucoup pour la séance de respiration, je t'aime ». C'est parce qu'on est connecté avec notre soi supérieur, on est dans une émotion profonde. Donc, nous, on ne prend pas personnellement quand quelqu'un nous dit ça. Donc, mais c'est une expression qui est souvent un peu spontanée parce on est touché. On est touché parce qu'on vient de connecter avec quelque chose qui est à l'intérieur de nous et qui est toujours présent. Et que moi, par exemple, un des mots que j'utilise pour ça, au lieu de soi supérieur ou esprit, j'utilise le mot présence. Donc, j'ai contacté ma présence ou j'ai senti ma présence, par exemple. Et en quoi le Transformation Breath est différent d'autres approches autour du souffle, comme le breathwork ou la cohérence cardiaque? Est-ce qu'elle s'en inspire? Est-ce qu'elle est complètement différente? Qu'est-ce qu'a voulu Judith Kravitz, la fondatrice, est-ce qu'elle s'en est inspirée? Est-ce qu'elle a apporté des choses du breathwork ou autre? Ou elle a créé une méthode complètement différente, propre à elle? Je pense que c'est les deux, parce qu'elle était dans la mouvance des années 70 aux États-Unis, en Californie, je pense. Et c'est là où elle a rencontré tous les grands papes de breathwork à l'époque. Il y avait une expérimentation énorme qui était en train de se créer avec les rebirths, avec plein d'autres techniques. Mais l'intelligence de Judith Kravitz, c'est qu'elle a pas arrêté là. Et même aujourd'hui, je ne sais pas quel âge elle a, mais elle n'arrête pas. Elle est toujours en train de... Ah oui, ça c'est intéressant ça, on va l'intégrer. Oui, 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 un autre point ici, quand on appuie là-dessus, c'est vachement bien. Voilà. Non, il y a un autre point. Donc, elle est constamment en train d'intégrer d'autres approches. C'est pour ça que quand on a rencontré Michael Brown, le processus de la présence, elle a intégré dans les séminaires. Quand elle a travaillé avec Byron Katie, je ne sais pas si tu le connais, mais c'est un travail absolument fantastique sur le fait de blâmer les gens, sur le fait d'accuser les gens. Et c'est énorme parce que c'est pour ça que la respiration, elle est incroyablement puissante en elle-même, mais ce qui fait la force de Transformation Breath, c'est qu'en fait, on a des approches très différentes les uns des autres, des fois plutôt émotionnelles, des fois plutôt psychologiques, des fois plutôt jugementales, des fois de travail sur le pardon, sur l'enfant intérieur. Mais donc il y a en fait la chose qui distingue Transformational Breath de toutes les autres techniques, c'est sa multiplicité, c'est le fait que c'est multidimensionnel. Je dirais que c'est ça la caractéristique majeure qui fait la différence. Et puis ensuite, on n'est pas du tout un bon business model. C'est une catastrophe pour nous parce qu'il nous faut beaucoup de staff, beaucoup d'équipes. Le business model de Transformation Breath demande beaucoup d'énergie, d'attention de la part de, je dirais, un staff conséquent. En fait, on n'a pas besoin, pour 24 personnes, on a besoin d'un minimum de 8. Parce que le ratio, c'est 1 sur 3. Un facilitateur pour 3. Mais déjà, c'est énorme. C'est énorme. Donc, c'est un peu, oh my God, ne fais pas ça, on ne va jamais gagner de l'argent avec ça. Mais en fait, c'est une chose qui est à la fois nécessaire et incroyablement riche pour nous qui sommes senior trainers. Donc, quand on travaille avec nos équipes, on a énormément de gratitude parce qu'on sait que ce n'est pas que nous, en fait. C'est tout le monde qui contribue. Et puis, c'est énorme l'énergie qu'il faut pour créer un stage, en fait. Qu'est-ce qui fait qu'on est différent des autres techniques? Parce que, en fait, grosso modo, il y a trois catégories dans tout ce qu'on peut appeler le travail de respiration ou breathwork.
il y a une première catégorie qu'on peut appeler conscience, c'est-à-dire que c'est tout ce qui travaille la conscience de la respiration. Cohérence cardiaque, non, ça c'est plutôt régulation. Mais il y a plein de, tout ce qui est mindfulness par exemple, tout ce qui est méditatif. Donc ça c'est une catégorie majeure de travail sur la respiration. Et c'est extrêmement valable. Je veux dire, là, je ne suis pas du tout en train de créer des conflits entre ce que nous on fait et d'autres écoles. Pas du tout. Je veux être très clair là-dessus. Le travail de respiration, ça prend des formes très, très différentes et ils sont tous très valables. Très, très valables. Mais ça dépend le but, ça dépend de son objectif et ça dépend ce qu'on veut faire avec, en fait. Donc, il y a cette catégorie de conscience et de comment accroître la conscience de la respiration, que je trouve extrêmement valable. Et puis, il y a tout ce qui est régulation du système nerveux. Ça, c'est le pranayama, ça, c'est cohérence cardiaque, etc. Ça, c'est, j'ai un système nerveux qui, des fois, me joue des tours. Alors, comment je fais? Je fais des cohérences cardiaques. 5 secondes, inspire, 5 secondes, expire. Je régule mon système nerveux d'une manière plus consciente. Top. Pranayama, box breathing, donc 4 temps, parfait. Là, on va dans la troisième catégorie, c'est un peu plus cowboy, un peu plus ésotérique, c'est ce qu'on peut appeler transformationnel. C'est la catégorie transformationnelle. C'est-à-dire qu'on prétend changer plus que la respiration. Et là, on est dans le Wim Hof, là, on est dans le chamanique, là, on est dans le transformational breath, là, on est dans un discours qui fait que la respiration va influencer des différents niveaux de notre système émotionnel, physique, psychologique, spirituel. La différence avec Transformational Breath, c'est le fait que on a cette ratio de facilitation 1-3, donc ça fait qu'on est hyper proche de chaque respirant. Dans alliotropique, la respiration allotropique, par exemple, tu peux avoir une salle énorme avec 100 personnes qui respirent et peut-être tu auras 3-4 personnes qui regardent et qui surveillent de loin les gens qui respirent. Mais donc, ils ne vont pas venir te tenir par la main si jamais tu as quelque chose de très difficile à traverser. Mais dans Transformational Breath, ça va être le contraire. Tu vas être soutenu. Tu vas être accompagné. Tu vas être guidé. À travers ta respiration, on va te le dire là où tu respires. Si tu ne respires pas avec le diaphragme, on va te le dire. Peut-être on va le dire avec la main. On va dire « hey, oh, respire là ». Donc, la proposition est beaucoup plus physique, en fait, beaucoup plus interventionniste. Et puis, je dirais d'autres aspects, on utilise le son, on utilise le mouvement, on utilise plein de choses, en fait, qui fait que pour quelqu'un qui découvre Transformational Breath, ça peut être un peu what? Ça peut être un peu choquant. Et c'est pour ça qu'un mot de l'étoile sont tellement... Vous êtes tellement génial parce que vous savez que des fois, des stages peuvent être un peu bizarres et que ça peut être un peu bruyant. Donc, et nous, on est peut-être parmi les stages les plus bruyants parce qu'il y a des moments où on va utiliser le son, on va utiliser peut-être des émotions. Donc, ça va quand même avoir des conséquences sonores. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'une relation étroite avec le lieu d'hébergement et le lieu de stage et les gens qui nous comprennent et les gens qui nous... qui reconnaissent la qualité de notre travail. Ah, c'est toujours un plaisir de vous avoir au mot de l'étoile. C'est vraiment mutuel parce qu'on apprécie énormément la qualité d'accueil et la qualité aussi de reconnaissance parce qu'on se sent vraiment à la maison ici. Donc, c'est important pour nous. Justement, par rapport à la puissance un peu du souffle,
J'avais une question par rapport à ça, parce que moi, j'ai eu l'occasion de découvrir le breathwork une fois. Et puis même si je n'avais pas expérimenté, c'est un peu les retours qu'on a, c'est que c'est une pratique assez puissante qui peuvent vraiment parfois nous faire aller dans des émotions très très fortes, comme tu disais, qui nous fait aller dans des états peut-être un peu seconds. Ce que je trouve génial, c'est qu'on a avoir 3 personnes pour une personne pour 3, excuse-moi. Du coup, on se sent bien encadré. Enfin, c'est génial. Hyper important. Moi, ma question, c'est est-ce qu'il y aurait des contre-indications à faire ce travail du souffle? Je dirais qu'on est peut-être, ça c'est une autre différence avec d'autres écoles de breathwork. Par exemple, le Wim Hof, allotropique, même le Rebirth, en fait, ils sont très prudents par rapport à les gens avec lesquels ils travaillent. Ils disent non aux cardiaques, par exemple, la plupart du temps, non aux gens qui ont eu un AVC. Nous, dans Transformational Breath, en fait, on dit non à personne, en principe. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on va ajuster notre technique à vous. D'accord. Donc, si vous avez une problématique cardiaque, donc on va aller mollo-mollo, par exemple. On va vous mettre dans une position plus élevée. Donc, il n'y a pas de contre-intégration pour nous. Donc, c'est-à-dire qu'on peut faire Transformational Breath avec un nouveau-né, un bébé qui sort du ventre de sa mère, peut-être pas dans les premières semaines ou 2 semaines, mais presque, je veux dire, tout de suite. Si je parle avec Judy Kravitz, elle dirait oui, même tout de suite, c'est pas grave, parce qu'elle a expérimenté avec tout le monde, y compris les gens avec une maladie terminale, y compris les gens qui étaient en train de mourir. Donc, de nouveau-né jusqu'au mourant, avec tout ce qui est entre les deux, c'est-à-dire tout ce qui est AVC, problème cardiaque, femme enceinte, obèse, etc., etc., etc. Mais il faut s'ajuster, c'est tout. Donc, c'est pour ça qu'on a un questionnaire médical pour dire, bon, est-ce que vous avez des antécédents? Est-ce que vous prenez des médicaments actuellement? Et pour quelles raisons? Etc., etc. Parce qu'il faut qu'on le sache. Et comment se passe une séance de Transformational Breath? Est-ce que c'est toujours en collectif? Est-ce que c'est seul, une séance Bon, en fait, il y a quand même une grande différence, en tout cas ayant pratiqué les deux, entre un individuel, une séance individuelle et une séance collective. Nous, on essaye pour les personnes qui sont un peu intimidées avec le collectif, les personnes qui ne supportent pas les bruits ou des choses comme ça, on conseille plutôt séance individuelle. Mais le plus rapidement qu'on peut aller dans le collectif, le mieux c'est. Parce que le collectif, c'est tellement plus marrant. Et non mais franchement, c'est tellement plus amusant. Et c'est tellement plus productif. Et on peut vraiment se marrer avec tout ça. On n'a pas besoin de tellement de prise de tête. On n'a pas besoin de souffrir de tout ça. En fait, on peut vraiment utiliser ces énergies émotionnelles d'une manière assez légère, en fait. Et c'est ça qu'on essaye de promouvoir comme ambiance dans les stages collectifs. Mais il faut être courageux parce que chaque séminaire, chaque séance est quelque part un acte de foi. Tu ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Et ce n'est pas toi qui contrôle, c'est la respiration. Donc c'est un peu délicat en fait. C'est une chose qu'on maîtrise, mais c'est également la respiration. Le plus qu'on travaille là-dedans, le plus qu'on voit qu'il y a des dimensions incroyables là-dedans. Donc c'est pour ça que moi personnellement j'ai eu envie de le transmettre parce que c'est tellement beau et tu es une fois que tu es accroché et puis tu as envie de le faire et aussi c'est hyper challengeant en fait. Alors donc Katharina aussi, comme moi, on a le goût du challenge.
On aime bien ça. Alors du coup, on n'a pas présenté, mais Katharina, c'est la personne avec qui tu travailles, du Oui, coup. ouais. Avec qui c'est votre école, c'est ensemble, du coup? Oui, donc on fait ça ensemble, on anime depuis 10 ans. Et puis ben, ça fait maintenant plusieurs années qu'on fait des stages pour les professionnels, pour des gens qui veulent faire ça professionnellement. Et je dirais à 50%, bon, peut-être plus, 60% sont déjà des thérapeutes, en fait. C'est déjà les coachs, c'est déjà les gens avec une entreprise ou avec un élan professionnel ou une âme d'accompagnement qui est déjà existe. C'est pour ça que nos participants sont, et on adore ça, sont très exigeants parce qu'on a 24 personnes, mais on regarde autour, mais l'autre qui est spécialiste en ça et l'autre est spécialiste en ça. Wow, 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 wow. C'est pas n'importe qui avec lequel on travaille. Donc, c'est c'est merveilleux. C'est merveilleux. Parce que la respiration peut être complémentaire à n'importe quelle technique. Mais beaucoup sont des techniques d'approche verbale, ou ça peut être une approche coaching, ou une approche systémique. Il y a plein d'approches avec lesquelles on peut marier la respiration. Donc, pour nous, c'est devenu une espèce de double passion. C'est passion à introduire les gens à cette technique et surtout un, un plaisir de créer une communauté. Nous, on a une communauté. Quand nous, on a commencé, on n'avait pas. Donc, il fallait importer des équipes des autres pays. On avait des gens qui venaient des États-Unis, Angleterre, la Suisse, Belgique. Parce qu'on n'avait personne en France. On était les deux premiers. Ouais, on était trois à l'époque, mais il n'y avait personne. Donc, pour créer les équipes, c'était quand même très difficile. Maintenant, on a le problème contraire, c'est qu'on a des équipes trop grandes. Mais c'est un super problème à avoir. Et c'est une joie de créer une famille, en fait. Justement, comment on peut se former? Est-ce que, du coup, c'est les stages au hameau de l'Étoile, j'imagine, pour devenir formateur. Mais si on souhaite ne pas devenir formateur, est-ce qu'il y a aussi des stages ouverts au public pour découvrir la pratique et puis, comme on va dire, petite initiation et peut-être après, ils peuvent aller plus loin dans la formation professionnelle. Mais du coup, qu'est-ce que vous proposez quel est le panel de stages que vous proposez? En fait, ce qu'on propose aux gens, c'est si vous sentez l'appel, et pour moi, c'est même essentiel que vous avez une connexion au niveau de votre intuition. Ne venez pas si vous ne sentez pas au niveau de votre intuition. Franchement, ce n'est pas la peine. Parce que vous allez être un peu, c'est quoi ces trucs, pourquoi sinon, vous allez être en porte-à-faux, ce n'est pas la peine. Mais si vous avez l'intuition de venir, il y a deux formules qui se proposent. Un, vous sentez, vous pouvez faire le 6 jours intense et vous plongez dans la piscine, direct, bloum. Il y a beaucoup qui font ça. Et il y en a d'autres qui sont un peu intimidés par ça, qui disent 6 jours de respiration, je préfère faire le week-end. Donc, on fait un week-end d'introduction. Donc, ça, c'est 2 jours et demi. C'est accessible à tout le monde. Le séminaire aussi, c'est accessible à tout le monde. Quand j'ai expliqué du nouveau-né, bon, on ne va pas avoir des nouveau-nés, mais je veux dire jusqu'aux personnes qui ont une maladie très grave. Et peut-être pour les maladies très graves, on va cas au cas pour voir si c'est possible. On a eu pas mal de personnes qui ont eu un cancer ou qui étaient en chimio quand ils sont venus. Mais bon, c'est un cas par cas. Et ça leur a fait du bien? Bien sûr, bien sûr. Parce que le minimum que ça va faire, ça va nettoyer, grâce à la respiration diaphragmatique, ça va nettoyer tout ce qui est produit chimique dans le corps. Donc, il y a déjà ça, pour le travail lymphatique. Donc ça, vous allez le faire. Après 6 jours, normalement, c'est un nettoyage par rapport à tous les produits chimiques qu'on peut ingérer avec un chimio. Mais
en fait, c'est surtout par rapport à tout ce que la maladie, un cancer par exemple, peut soulever comme problématique émotionnelle ou spirituelle, ou les deux. Donc, la respiration, c'est pas que la respiration va forcément aller tout de suite là-dedans. Peut-être il va attendre le deuxième, troisième jour pour aller là-dedans. Mais tôt ou tard, les facteurs derrière le cancer vont émerger dans la respiration. Et c'est là où des choses très intéressantes peuvent se passer. Donc, voilà. Pour terminer cette interview, je voulais demander si tu avais un exercice pratique qu'on pouvait peut-être proposer à ceux qui nous écoutent. Alors, je sais que ça ne va pas être du Transformation Breath, parce que comme tu dis, c'est très accompagné, etc. Mais pour découvrir la pratique, est-ce que tu aurais par hasard un exercice de respiration à proposer Un petit exercice de respiration. Et évidemment, comme tu as dit, ce n'est pas Transformational Breath. Donc, mais pour moi, tout exercice de respiration qui se rapproche de Transformational Breath peut être très bénéfique. Et la seule chose à mettre en place, en fait, c'est le fait de respirer en continu. C'est-à-dire de ne pas faire des pauses après l'expiration et avant l'inspiration. C'est tout. Donc, on gomme les pauses. Et ça, c'est également ce qu'on fait dans cohérence cardiaque, qui est 5 secondes inspiration, expiration, 5 secondes, sans pause. Et on continue à le faire. Et Katharina, elle aime bien le signe de l'infini. Donc, c'est l'inspiration, expiration, inspiration, expiration, inspiration, expiration. Donc, on suit l'infini avec les 5 secondes 1 et les 5 secondes qui expirent. Ça va vous sensibiliser votre système nerveux à la respiration. Et ça va amener des résultats. Le deuxième chose que je conseillerais, et c'est peut-être le plus facile, c'est investir 25 € dans un livre qui s'appelle Le processus de la présence. Et là-dedans, il y a des exercices de respiration matin et soir. Et ça dure 10 semaines. Donc ça, le grand avantage de ça, c'est que vous allez avoir une habitude de respirer matin et soir après le processus de la présence de 10 semaines. Et ça, c'est hyper important. C'est l'habitude de respirer. Parce que n'importe qui peut faire 5 minutes de cohérence cardiaque ici, là, bon, mais ce n'est pas ça qui fait la différence. Ce qui fait la différence, c'est de faire ça tous les jours. Et c'est difficile, parce que ce n'est pas un truc facile à faire tous les jours. Donc, c'est implémenter une discipline. Et la meilleure façon d'implémenter une discipline, ou ce qu'on appelle nous la blissipline, qui est l'idée, c'est que fais-le avec douceur, fais-le avec bonheur, fais-le avec joie, parce que c'est important, mais il faut le faire tous les jours. Et la façon la plus simple, c'est processus de la présence, 25 balles, et tu vas voir que c'est le meilleur investissement de ta vie, parce qu'à la fin de ça, tu vas avoir l'habitude de respirer. Super, merci pour tous ces conseils, Paul Barrett. Merci de nous avoir écoutés. On a hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo aussi. Si vous avez aimé, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air. Ah oui, il faut mettre un pouce. Et puis d'aller voir le site, je crois que... Où est-ce qu'on peut retrouver tes stages du coup sur Internet? Donc sur respiretransforme.fr, sur catherinevanbargen.fr, ça c'est les deux sites sur lesquels Respire et Transforme, on est en train de le changer en ce moment, donc, mais ça ne va pas tarder. Merci beaucoup à vous. Au revoir et encore merci, Paul. Merci beaucoup. Merci.